Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Enquêtes mystérieuses. Nous nous penchons aujourd'hui sur des urnes enfermées, retenues pendant plus d'un siècle, enterrées directement sous l'Opéra Garnier. Comment ces urnes se sont-elles retrouvées là? Qui les a enfouies et pourquoi? C'est au cœur d'une cérémonie mystique que Firmin Grémier, en 1907, prononce ces mots. Monsieur le ministre, messieurs, sera-t-il permis au gramophone lui-même de prendre ici la parole et de remercier en son nom l'éminente assistance qui a bien voulu le suivre jusque dans ces catacombes de l'opéra? Avant de m'introduire pour s'entendre au moins dans l'urne fatale qui sera fermée sous vos yeux, je tiens à exprimer une fois encore ma gratitude envers ce musée de la voix et envers son aimable conservateur, M. Lamère. L'urne fatale, ici c'est moi. En 1907, au cours d'une cérémonie quasi cryptique, je suis placée aux côtés d'autres urnes, puis enfouie sous l'Opéra Garnier, avec l'espoir que l'on me redécouvre un jour, accompagnée de toutes les instructions nécessaires pour pouvoir m'écouter des décennies plus tard. 2 autres urnes, fidèles acolytes, me rejoignent pour commencer notre long voyage dans le temps. L'histoire commence lorsque Alfred Clark, président de la Compagnie française du gramophone, offre un enregistrement de la voix d'Emma Calvé, chanteuse lyrique, à Aristide Briand, alors ministre de l'Éducation. Il aspire à faire d'Emma l'une des figures emblématiques de l'époque et souhaite que sa voix, ainsi que celle d'une dizaine d'autres artistes de ce siècle, soit connue des générations futures. L'intention est de créer un musée de la voix, d'immerger les auras musicales et poétiques dans un sommeil prolongé et d'inviter les futurs habitants de notre terre à entendre les résonances de leurs ancêtres. Ainsi, le vœu d'Emma, exprimé en 1899, « La fidèle compagne de toute ma vie, ma voix, ne peut se résigner au silence. » S'ensuit un long sommeil, marqué par les tumultes des 2 guerres mondiales, où l'activité du Palais Garnier est sans cesse menacée, mais que Jacques Roucher parvient à maintenir. Une programmation théâtrale est affichée, mais le luxe ostentatoire des spectateurs contraste violemment avec les conditions de vie des habitants et des poilus sur le front. Le sous-secrétaire d'État, Albert Dalimier, veut bannir les habits de gala et annonce que les personnes qui se présenteraient au contrôle avec une autre tenue que la tenue de ville se verraient refuser l'entrée. Cette mesure se révèle vaine et l'esprit princier de l'Opéra Garnier demeure intact. Le 12 juin 1940, au petit matin, lorsque Hitler débarque à Paris, c'est l'opéra qu'il visite en premier. De sombres années s'ensuivent alors, durant lesquelles des munitions sont cachées au sein même de l'opéra. À la Libération, un comité d'épuration se tient dans le grand foyer de l'opéra pour écarter ceux qui auraient collaboré. Pendant tout ce temps, les urnes restent silencieuses. En 1990, l'année de l'inauguration de l'Opéra Bastille, je suis finalement redécouverte lors de travaux. On retrouve 2 urnes fracturées, tandis que 2 autres demeurent enfouies sous terre. Précieusement, je suis confiée à la Bibliothèque nationale. Il faudra encore attendre 17 ans, jusqu'en 2007, pour que les voix que je contiens puissent résonner de nouveau, après des années de précautions prises pour mon ouverture. après des décennies de silence, les voix tapies dans leurs urnes s'apprêtent à refaire surface. C'est à la BNF que les enquêteurs, scientifiques et archivistes découvrent alors avec stupeur la technique acoustique en vigueur pour capter les sons. Un cornet sur lequel les artistes, selon leur dire, braillent leurs interprétations. Les experts reconnaissent les airs extraits d'opéras de Gounod et de Massenet qui sont considérés comme de parfaits représentants de la vie lyrique de ce début du XXe siècle. Le grand moment arrive, en 2007, 100 ans après,
comme prévu, mon urne voisine est décellée. Nous nous amusons de ces remarques et savons aussi que nous serons bientôt replacés dans notre crypte sans révéler tous les secrets que nous avons accumulés au fil des années et que personne n'a encore découverts. En 2014, le thème de la disparition ressurgit au Palais Garnier. En effet, la décennie est particulièrement marquée par la question de l'extinction des espèces. Perpétuant ainsi l'idée du projet d'un musée de la voix, le projet de conservation initié 100 ans plus tôt se transforme et se tourne désormais vers celle des espèces animales et végétales menacées. Alors que notre histoire commence avec l'enfouissement des urnes, un son familier recommence à résonner dans les sous-sols de l'Opéra. Le palais, comme d'autres bâtiments parisiens, a accueilli des ruches. D'abord perçue comme un léger grésillement lointain, elle s'est approchée, a tourné autour de nous, s'est posée et a observé avant de repartir vers des recoins plus intéressants du palais. Cette abeille ne savait pas encore qu'elle nous rejoindrait dans le grand projet de conservation. Pour le moment, elle se trouvait ici, au cœur du 9e arrondissement de Paris. En 2028, des bruits mystérieux se faufilent au sein du Palais Garnier. Des pas lourds inconnus se rapprochent pour finalement laisser apparaître une folle clameur. Après 2 ans de travaux, le grand foyer et le vestibule sont transformés. Ils sont désormais remplis de lumières vives et colorées qui clignotent sans cesse, projetant des ombres mouvantes sur les murs. De nouvelles sonorités parviennent dans les murs de l'opéra. Des personnes dansent, applaudissent et crient avec une ferveur que je n'avais jamais vue. Tissus chatoyants, costumes extravagants, matières transparentes, irisées, pailletées. On distingue à l'entrée une banderole qui annonce le Ball Soap Opera by House of Revlon Cross Chanel. Ces sonorités, ce sont celles d'un concours de voguing qui se produisent de manière régulière dans l'enceinte du Palais Garnier depuis sa réouverture. Les tentatives d'ouverture du lieu à d'autres publics se concrétisent depuis 2028 dans une véritable prise de position non seulement dans la programmation du Palais Garnier, mais aussi dans la mise en place de partenariats avec des collectifs musicaux alternatifs. De nouveau en 2047, l'opéra subit de profonds travaux et les fouilles reprennent. Les travailleurs recherchent l'eau à raccorder au sommet du palais pour pérenniser une grande installation végétalisée. Cet aménagement est destiné à rafraîchir la ville, située sur le dôme de glace de l'édifice. Pendant plusieurs décennies, la nature investit l'opéra, tandis que de nouvelles idées jaillissent de cette époque. Moi, je sais trop bien qu'il existe une réserve proche de là où nous sommes enfouis. Le lac de l'Opéra a toujours existé, puisqu'il a été créé lors de sa construction, afin de stabiliser le bâtiment. Carpes, silures et autres espèces aquatiques ont traversé les années. Sous mes yeux, les circuits de puits asséchés en 1860 sont réactivés pour alimenter en eau les végétaux d'un des lieux les plus emblématiques de Paris. En 2107, l'opéra a changé de nature. Le temple princier du chant lyrique et du théâtre est, près de 200 ans après sa construction, devenu un espace où résonnent toutes sortes de voix. Non seulement celles des artistes qui ont marqué le siècle dernier, mais aussi celles des espèces végétales et animales aujourd'hui disparues. Un parcours
est accessible aux curieuses et curieux et permet d'explorer les vestiges d'une architecture et des sons passés. Le clou du spectacle ? Une installation artistique créée au début des années 2080 qui continue de hanter les vestiges du lieu. Cette année-là, le ministère du Futur décide de créer un géant gramophone orné de violettes de cris, une fleur que l'on n'a plus vue depuis 1930 pour diffuser en continu, selon une programmation bien définie, les sons des plantes et des espèces disparues. Ma voix, mon éternelle compagne, est alors ressuscitée, comme celle de mes compagnons. Elle se mêle aux sonorités du passé dans un détonnant concerto, cimetière sonore pour ceux qui ont été, berceau musical d'un fragment de nos humanités.